Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale depuis Lux Congrès. Ici, nous sommes sur le Movie Job Tour de Luxe et pour vous en parler dans quelques secondes, eh bien, nous avons du beau monde. Tout d'abord, nous avons le ministre du Travail, Nicolas Schmit, qui est avec nous. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps pour participer à ce rendez-vous. À côté de vous, la patronne de l'ADEME, ici au Grand-Duché de Luxembourg. Bonjour, madame Chesser. Bonjour, monsieur. Merci également d'être avec nous. De l'autre côté de la table, nous avons Gilles Risser, qui est le patron de Movie Job, ici à Luxembourg. Bonjour, monsieur Risser. Bonjour Monsieur Bertrand. Et merci de nous accueillir sur cet événement. On va en parler dans quelques secondes. Et à côté de vous, Christelle Ponsard, vous êtes patronne des ressources humaines, on peut dire ça, chez ING? Responsable recrutement. Recrutement. Voilà, pas responsable des ressources humaines. Mais donc vous êtes vraiment dans votre voilà, je suis rôle vraiment ici. dans le domaine ici du recrutement. Monsieur le ministre, c'est la 4e édition de ce Tour de Luxe ici à Luxembourg. Quand vous êtes arrivé ce matin, vous avez vu qu'il y avait énormément de monde. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous dites que les gens sont vraiment motivés, ou alors qu'il y a trop de monde, qu'il devrait y avoir moins de recherche d'emploi parce qu'il devrait y avoir de l'emploi pour tout le monde? Qu'est-ce qu'on se dit quand on est ministre? Je dirais que c'est un sentiment un peu ambivalent, puisque d'un côté, je me réjouis d'abord du succès de l'initiative, puisque ça montre qu'on vise juste. Et je dois d'ailleurs féliciter ceux qui ont ceux qui organisent pour la 4e fois ce Movie Job pour cette organisation. Mais d'un autre côté, quand je vois les files, ça m'inquiète un peu, puisque ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi, qui cherchent un emploi, et malgré tout, qui sont motivés aussi pour en rechercher un. Je crois que ça, c'est le côté très positif aussi. Alors, lorsqu'on discute un petit peu avec les personnes qui sont là, qui viennent, justement, on se rend compte qu'il n'y a pas que des luxembourgeois, il n'y a pas que des résidents luxembourgeois, ça va bien au-delà des frontières. Oui, mais ça, je crois que c'est le prix du succès de l'économie luxembourgeoise en tant que telle. Nous sommes un marché du travail très ouvert. Nous sommes quand même encore un pays qui crée de l'emploi, ce qui n'est pas évident, puisque nous avons créé en 2013 un plus de 1,9%, ce qui est bien en deçà de ce qu'on créait avant, mais ce qui est quand même encore un chiffre positif. Ça fait à peu près 6500 emplois en plus en un an. Et donc, cela attire bien sûr les gens qui cherchent un emploi, souvent aussi qui ont de bonnes qualifications dont ce pays a besoin. Alors, vous travaillez avec Madame Chausser en étroite collaboration. Je sais que cet après-midi, vous allez encore vous voir, parce que pour vous, voilà, c'est votre cheval de bataille. Il faut absolument trouver de l'emploi. Gilles Risser, je voudrais juste revenir sur Movie Job et ce Tour de Luxe. Quand on est tous arrivés ce matin, on était quand même surpris du monde qu'il y avait là. Est-ce que vous avez des pourcentages, c'est-à-dire sur les autres éditions? Est-ce qu'après une journée comme celle-ci, vous avez des statistiques? On a des statistiques, on a déjà des statistiques sur cette édition. Alors effectivement, beaucoup de monde, des gens qui sont en recherche d'emploi, qui sont en demande d'emploi clairement. Mais comme on a une stratégie de préinscription de la part des candidats, on s'est rendu compte que pour cette édition, sur les un peu plus de 3000 préinscrits, on avait quasiment 15% de gens qui étaient en poste aujourd'hui. On peut se rendre compte que la mobilité inter-entreprise, en tout cas ici au Luxembourg, est réactivée. Les gens prennent en tout cas moins de risques pour trouver un job alors qu'ils sont déjà en situation d'emploi. Donc ça, c'est important. Beaucoup de monde aussi, mais beaucoup d'entreprises également. Alors combien au total d'entreprises sont ici, par exemple, à la recherche des perles rares, quoi? On a aujourd'hui la chance de pouvoir réunir 117 exposants. Ouais. Avec un gros quartier IT, un gros quartier industrie qui est revenu, un quartier formation continue. La banque, finance, assurance reste un fil rouge important dans le cadre de l'organisation de ce salon et depuis quelques années. Donc la finance ne baisse pas, n'augmente pas non plus, mais reste stable. Ça sera certainement confirmé par ING. Donc globalement, voilà, on est dans une perspective qui est plutôt optimiste. Et les statistiques de l'année dernière prouvent clairement que les entreprises recrutent, c'est pour ça qu'elles viennent et qu'elles reviennent. On va parler aussi du recrutement. Autrefois, on allait avec son CV, on se présentait, on avait en face de nous la personne. Aujourd'hui, on peut le faire par le net, c'est-à-dire qu'on devient un candidat 2.0. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut déjà savoir se vendre, se mettre en valeur et à ce moment-là, envoyer cela à la bonne personne. Ça arrive déjà chez vous que des gens se présentent en candidat 2.0 ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, aujourd'hui, sur le salon, on expérimente une fonctionnalité de LinkedIn. Bon, c'est l'outil vraiment maintenant qui est utilisé beaucoup par les professionnels, où les candidats peuvent mettre à jour toutes leurs données professionnelles. Et donc, on capte le profil LinkedIn des candidats et on se crée une base de données. Et donc, chaque fois qu'il y a une actualité sur un candidat, on peut être informé. Et donc, on recherche effectivement maintenant de plus en plus de candidats via ces moteurs. C'est quoi un candidat 2.0 ? Regardons. On les appelle les candidats 2.0. Oubliez le CV traditionnel écrit soigneusement à la main et envoyé par voie postale à un recruteur. Ces demandeurs d'emploi passent par le web et utilisent de nouveaux outils comme les réseaux sociaux professionnels pour se créer une identité virtuelle et se faire connaître. Aujourd'hui, c'est clairement le candidat qui veut se mettre en avant avec sa marque candidat. C'est-à-dire que le candidat va se vendre comme une entreprise vendrait un service ou un produit. En créant sa marque grâce à son blog, grâce à sa page sur un réseau social. Le phénomène marque candidat, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas et qui prend de plus en plus d'ampleur et qui du coup mettent les candidats dans une position de force, clairement. Une position de force dont a su tirer parti Stéphane, consultant commercial dans cette start-up installée au Luxembourg. C'est grâce à son profil créé il y a quelques années sur ce réseau professionnel qu'il a décroché son poste actuel. J'utilise les réseaux sociaux professionnels depuis une dizaine d'années pour recruter des gens, mais aussi pour me faire recruter. Ça permet, en tant que recruteur, de contacter des gens avec des compétences et ça permet, en tant que candidat, de montrer ses compétences et d'être contacté par un recruteur à la recherche de notre profil. Mais qui sont ces plateformes virtuelles qui font la part belle au marché de l'emploi sur la toile ? Pour l'instant, il existe 2 géants de ce type. D'abord LinkedIn, le principal acteur du secteur, lancé en 2003 aux États-Unis. 230 millions d'utilisateurs, plus de 4000 salariés et près d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2012. LinkedIn, c'est un peu le mastodonte du CV en ligne. De l'autre côté, Viadeo, qui a vu le jour en France en 2004. 55 millions de membres, 450 salariés et une implantation solide dans les pays de l'Union européenne. Problème ? Face aux annonces sur la toile, les candidatures dites 2.0 se sont multipliées, bouleversant le secteur du recrutement. Désormais, il faut faire le tri pour trouver la perle rare. Certaines sociétés font donc appel à des job boards, des sites d'offres d'emploi en ligne. Notre priorité, c'est le matching. Le matching entre le profil recherché par l'entreprise et le candidat qui postule via notre job board ou qui vient à nos différents événements de recrutement. Sur une 50aine de candidatures par offre, on s'aperçoit qu'au final, des profils qui correspondent réellement, on est à peu près entre 10 et 15%. Plébisciter, les outils de recrutement sur le web restent encore marginaux. Une étude réalisée en 2013 révèle que seuls 20% des actifs consultent et utilisent les réseaux sociaux professionnels. Une proportion encore plus faible chez les recruteurs, qui sont 8% seulement à embaucher via ces plateformes. Celui pour demain, tu l'as déjà. Donc voilà, c'est une nouvelle façon aujourd'hui de se lancer. Moi qui dois être une autre génération, j'ai l'impression que si je n'ai pas en face de moi le recruteur, par exemple si je ne m'adresse pas à vous directement, j'ai l'impression que je n'ai pas fait mon job d'aller chercher de l'emploi. Pourquoi ? Vous le dites, vous êtes peut-être de l'ancienne école sans vouloir... Non, mais voilà. Avec plaisir. Mais c'est vrai que les candidats actuellement se coupent d'une partie des possibilités de recherche d'emploi si effectivement ils n'utilisent pas les réseaux sociaux ou en tout cas les réseaux professionnels. Je tire ça comme ça parce que Facebook est plutôt lié à la sphère privée et donc les deux réseaux qu'on a vus, LinkedIn et Viadeo, sont vraiment des moteurs professionnels. Et donc c'est la manière maintenant de toucher les candidats et en tout cas de pouvoir être contacté même si on est, entre guillemets, passif, un candidat passif. Est-ce qu'il se pourrait, lorsqu'on envoie par exemple quelque chose d'électronique, qu'on se dit tiens, il a le profil, je vais quand même aller voir sur Facebook ce qu'il fait ? Ça, c'est pas exclu. Là, après, voilà, le recruteur a maintenant plein d'outils à sa disposition. Et donc, le conseil qu'on peut donner, c'est ne postez pas n'importe quoi sur n'importe qui. Parce que, voilà, tout se sait. C'est l'évolution du monde actuel. Et que ce soit dans le monde de l'emploi ou que ce soit dans d'autres milieux, voilà, il faut toujours faire attention à ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Quand on voit ce reportage, vous dites que bon, c'est pas suffisamment pourcentage. Vous attendez mieux encore au niveau de l'électronique ? On attend le mieux au niveau de l'électronique, pas forcément.
la palette aujourd'hui qui est offerte à la fois aux candidats et aux recruteurs est de plus en plus vaste. Aujourd'hui, la mode est aux réseaux sociaux, LinkedIn par exemple. Demain, on verra. Petite parenthèse, aujourd'hui, on n'est pas dans le 2.0, hein, on est dans le 1.1. C'est un candidat, un recruteur en chair et en os. Le réseau social, il est sur le salon du recrutement. Donc le candidat, il a les réseaux sociaux, il a la rencontre avec les recruteurs via les salons, il a la cooptation, il a les candidatures spontanées, il a à sa disposition toute une variété de possibilités d'atteindre l'entreprise. Faire un max pour pouvoir y aller. Aujourd'hui, le candidat doit construire sa communication candidat. Quasiment un plan média doit être construit par le candidat pour effectivement cibler les entreprises qui l'intéressent et arriver à son but, c'est-à-dire toucher les recruteurs. Alors l'ADEME a pas mal de défis aussi à relever. Il y a 6 mois, vous aviez lancé un défi, hein, c'est un peu le parcours personnel. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus ? Oui, absolument. Donc, on a constaté depuis effectivement quelques années une croissance inquiétante du chômage et surtout aussi une diversification du type de personnes qui sont touchées par le chômage. Et donc, on a mis en place, dans le cadre de la réforme de l'ADEME, cette idée de parcours personnalisé pour le demandeur d'emploi. Avant de déployer par contre ce nouveau concept à tout le territoire national, on a souhaité faire un projet pilote qu'on a effectivement fait à Wasserbillig, qui est la plus petite agence de l'ADEME, parce que ça nous paraissait plus efficace pour recueillir les leçons du projet. Ce projet pilote a débuté le 16 septembre, a duré 6 mois, donc c'est clôturé maintenant le 15 mars. Il y a plus de 650 personnes qui sont maintenant passées à travers ce parcours. Et l'idée de base de ce nouveau type d'accompagnement, c'est de faire un certain profilage des demandeurs d'emploi et de mesurer leur éloignement par rapport au marché de l'emploi. Bon. Ceux qui sont relativement proches du marché de l'emploi reçoivent un accompagnement qu'on appelle régulier, c'est-à-dire relativement classique. On les assigne dans des entreprises, on les aide à parfaire le CV, etc. Par contre, les demandeurs d'emploi qui nous paraissent plus loin du marché de l'emploi, parce qu'ils ont des problèmes de santé, des problèmes de langue, des problèmes de qualification, très souvent, bénéficient d'un accompagnement dit intensif, qui est fait par un spécialiste des questions sociales, par exemple. C'est des psychologues, des assistantes sociales ou des éducateurs qui suivent ce type de population. Et effectivement, on a maintenant l'expérience sur 650 personnes sur 6 mois. Et les premiers résultats sont, pour nous en tout cas, tout à fait encourageants. Nous sommes allés à Wasserbillig, on va voir ce reportage. Et après, Monsieur le ministre, je voudrais un petit peu évoquer avec vous, on ne peut pas tout se permettre quand on recherche de l'emploi. À un moment donné, si on a le profil, si on vous propose un job, vous dites il faut aussi l'accepter. Sinon, nous, on peut prendre également des sanctions. On en parlera avec vous juste après, mais d'abord, on va du côté de Wasserbillig. Alors, racontez-moi un peu sur votre situation personnelle. Elle s'améliore ou il y a des changements ? S'améliore. Cela fait déjà 8 mois que ce demandeur d'emploi est inscrit à l'ADEME. Lui qui a longtemps travaillé dans le secteur administratif souhaite désormais se tourner vers le privé. Face à l'insécurité de l'emploi, de nombreuses personnes sont confrontées à une transition professionnelle. Mais Dan, lui, bénéficie d'un suivi particulier, personnalisé, mis en place dans cette agence. Il travaille avec moi sur mes sujets personnels, sujets, problèmes sociaux, l'organisation de la lettre de motivation, comment je me comporte pendant des entrevues. C'est plus personnalisé. On est vu comme un être humain. Donner un nouveau souffle à une institution en améliorant la prise en charge des demandeurs d'emploi, c'est l'objectif visé par la réforme générale de l'ADEME. Pour pallier les difficultés de suivi des dossiers qui s'accumulent, l'Agence pour le développement de l'emploi lance un parcours personnalisé. Le projet est testé dans une agence à l'est du pays depuis le mois de septembre et porte déjà ses fruits. On arrive à beaucoup mieux connaître notre clientèle qu'on a. Et vu qu'on la connaît mieux, on arrive à beaucoup mieux aider aux différents problèmes qu'ils ont. Le demandeur d'emploi fait l'objet d'un profiling qui définit son degré d'éloignement du marché du travail. Après avoir signé une convention, il s'engage à être suivi régulièrement, non pas par un conseiller professionnel,
mais par des éducateurs, psychologues et assistants sociaux. Ce qui m'intéresse beaucoup comme psychologue, c'est la situation individuelle, c'est-à-dire problèmes psychologiques, problèmes familiaux, un divorce, un deuil parce qu'il a perdu son dernier emploi, donc il n'a pas encore fait le deuil là-dessus. Donc ce sont sur ces facteurs-là qu'on travaille. La FASTES dans cette agence aura permis de suivre de manière plus régulière 125 demandeurs d'emploi. Généralisé dans l'ensemble du pays, ce projet devrait permettre de stopper la courbe du chômage en constante augmentation depuis 10 ans. Monsieur le ministre, une petite réaction sur ce que vous venez de voir. Et puis juste pour dire un mot sur la courbe du chômage, aujourd'hui ça stagne, hein. Elle ne remonte pas, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Depuis on est à quelques mois, 7,1%. ça reste stable. Oui. Bien, je crois que ce projet montre très bien qu'on fait beaucoup de progrès à l'ADEME, que l'objectif qu'on s'est fixé, notamment aussi avec la nouvelle direction, d'offrir un parcours personnalisé et bien adapté aux besoins de chaque demandeur d'emploi, bien, avec ce projet, on va résolument dans cette direction. Et je suis très content que les résultats sont là. On va l'étendre, on va le continuer, on va l'adapter bien sûr aux différentes agences. Mais je crois que c'est un beau succès. Alors, dans les défis que vous êtes lancés, d'ailleurs presque vous-même, parce que vous êtes ministre du Travail et de l'Emploi depuis 2009 maintenant, il y a le défi de la garantie jeune. Vous pourriez nous en dire un peu plus ? Bien, on a lancé cette idée de la garantie jeune à un moment, pas pour le Luxembourg, mais pour l'Europe. Parce que des millions de jeunes en Europe qui n'ont pas d'emploi, c'est une tragédie pour un continent, c'est un échec aussi pour la construction européenne. Et comme j'assume des responsabilités à l'échelle européenne dans une famille politique, la mienne, on a lancé cette idée d'une garantie pour la jeunesse. Parce qu'on ne peut pas uniquement sauver les banques, avec tout le respect que je dois aux banques, il faut aussi sauver notre jeunesse. Et c'est ça l'esprit de la garantie pour la jeunesse. Et maintenant, bien sûr, la lancer à l'échelle européenne, puisqu'elle a été reprise par la Commission, il faut aussi la mettre en œuvre au Luxembourg. Et c'est à quoi nous travaillons avec beaucoup d'énergie. La jeunesse, elle est là, elle est présente sur ce salon. C'est quoi le profil? Et puis surtout, quels sont les postes à pourvoir aujourd'hui? La jeunesse, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi, à la fois les jeunes diplômés et jusqu'à 2 ans d'expérience, c'est à peu près 40% du trafic du salon aujourd'hui. Les 2 à 5 ans d'expérience, c'est 27% à peu près. Et les profils confirmés sont bien représentés aussi. Aujourd'hui, 1200 offres à pourvoir sur l'ensemble des exposants sur ce salon. L'IT, une fois de plus, j'en parle beaucoup, mais c'est un secteur qui est en pleine dynamisation et qui génère beaucoup de postes à pourvoir aujourd'hui, beaucoup de création d'emplois. La banque assurance revient. L'industrie, on l'a constaté avec plaisir, reprend sa place. Après quelques années d'absence, on voit les grandes firmes industrielles luxembourgeoises revenir dans une dynamique de recrutement. Donc l'intérim est là, l'ORECA est là, enfin globalement on a les services qui poussent, on est dans une dynamique on ne va pas faire de triomphalisme, mais qui est quand même dans une courbe, d'après moi, ascendante et qui permet aujourd'hui plus d'opportunités en tout cas que l'année dernière ou que l'année d'avant. Il y a un domaine sur lequel aussi vous êtes très vigilant, c'est la formation, monsieur le ministre. Je crois que la clé de l'emploi, c'est dans pratiquement tous les cas la formation, la qualification. Je crois qu'il faut mettre en œuvre une véritable stratégie en matière de formation, en matière de compétences, pour qu'effectivement on comble cet écart entre d'un côté trop de personnes, et notamment aussi des jeunes, peu insuffisamment ou mal qualifiés, et le besoin d'un marché du travail au Luxembourg qui demande de plus en plus des gens bien qualifiés. Pour rebondir sur le cas notamment de l'IT, nous avons des besoins réels considérables en matière d'IT et nous n'avons pas suffisamment de jeunes qui choisissent cette filière. Donc je crois qu'il faut aussi un effort au niveau de l'orientation professionnelle
pour que des jeunes découvrent que voilà un secteur qui est prometteur, voilà un secteur qui offre des jobs assez bien rémunérés et qui ont un réel avenir. Alors, dans les sociétés où il fait bon vivre, il y a ING. ING, juste en 2 secondes pour planter le décor, qu'est-ce qu'on peut dire sur ING à Luxembourg? Alors, ING à Luxembourg, donc c'est 800 personnes. C'est une banque universelle et on fait partie en fait d'un groupe international d'origine néerlandaise. Nous sommes présents au Luxembourg depuis plus de 50 ans et on a comme volonté vraiment que les employés se sentent bien. C'est vrai qu'on n'a pas toujours cette image-là de la banque, mais c'est vraiment un point d'honneur qu'on se met chez ING. Ouais. Et vous avez remporté le Great Place to Work 2014. Alors, c'est un prix que l'on remet au patron des sociétés où il fait bon vivre. Donc nous sommes allés faire un petit tour chez vous, puis on en parlera juste après. D'accord. C'est la 4e année consécutive qu'on a gagné le prix Great Place to Work. Alors on attache beaucoup d'importance pour que nos employés puissent s'épanouir sur leur lieu de travail. Mais plus que moi qui le dise, je voudrais que ce soit nos employés qui s'expriment vis-à-vis de vous. ING, c'est une entreprise qui cherche à améliorer le bien-être de ses employés, qui soutient les causes humanitaires, mais aussi le tissu associatif local. Si la culture CSR est ancrée dans l'ADN d'ING, c'est parce que cela nous permet à nous, employés, d'y participer, de se sentir investi et de faire preuve de solidarité. J'ai un métier que j'aime et en même temps je peux exercer une activité en dehors d'ING. C'est rendu possible grâce à un certain nombre d'outils de management des ressources. Par exemple, je travaille à temps partiel. Si besoin, je peux racheter des jours de congé et cerise sur le gâteau, je pratique le homework. Donc tout cela me donne une bonne flexibilité dans mon travail et me permet d'équilibrer ma vie privée et ma vie professionnelle. Ça fait quelques mois que je travaille chez ING et j'ai directement été intégrée à la grande famille d'ING. Ce qui est chouette, c'est justement qu'il y a un programme d'accueil qui permet de définir nos formations et aussi de rencontrer plein de personnes dans le groupe. ING encourage la mobilité interne. J'en ai profité il y a quelques mois, comme beaucoup de mes collègues. Ça permet de redynamiser sa carrière et d'acquérir de nouvelles compétences dans un autre département. Vous avez pu l'entendre, est un top employer, fait partie intégrante de la stratégie d'ING Luxembourg. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on pense que ce sont les gens qui font la différence et qui nous permettront d'être une entreprise gagnante. Donc, pourquoi ne pas tenter votre chance? Eh bien oui. Juste un mot, vous avez ce prix, vous allez en faire quoi? Vous allez le faire savoir? Qu'est-ce que vous allez en faire de ce prix? Alors effectivement, on a le prix, on le fait savoir. On l'a pour la 4e année consécutive. Ah ouais. Et on est fiers aussi d'être la seule entreprise de plus de 500 personnes. Donc ça montre encore le poids. Ce qui est surtout important, c'est qu'en fait, avoir le prix, c'est une chose. Mais d'où vient le prix, c'est beaucoup plus important. C'est en fait nos employés qui s'expriment via une enquête indépendante et donc qui disent vraiment qu'ils se sentent bien chez nous. Et pour nous, c'est vraiment une reconnaissance. Et c'est important au niveau de la communication qu'on a vers des candidats de pouvoir donner cette image-là. Merci. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais juste revenir sur... On l'a vu, vous faites tout pour essayer de proposer des emplois aux gens qui en recherchent. Mais vous dites, nous, on veut bien, mais il y a une contrepartie. Un mot, j'attache une énorme importance aux conditions de travail. Je félicite les entreprises qui créent un climat de travail positif. Je voulais quand même le dire. Oui, je crois qu'il y a une responsabilité partagée. Il y a la responsabilité de l'ADEME, de tous les services de l'emploi d'un côté, mais il y a la responsabilité individuelle. Nous essayons d'améliorer notre service, notre offre. Il faut bien sûr aussi qu'il y ait une contrepartie. Et il faut que chacun participe à cet effort commun pour trouver un emploi. Et donc, si on juge qu'on ne peut ou qu'on veut refuser, il faut aussi en porter les conséquences, c'est-à-dire des sanctions. J'aime pas le mot sanction, mais simplement, il faut qu'il y ait un signal pour que les gens comprennent que ce qu'on fait pour eux
qui répond positivement. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté l'invitation de R, l'autre télé. Merci beaucoup, Madame Chasser. Je rappelle que vous êtes la patronne de l'ADEME. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir organisé cet événement et de nous accueillir. Et puis, ravi de vous avoir rencontré. À très bientôt. Merci, chers amis, de nous avoir suivis sur R, l'autre télé. À très bientôt pour une autre émission spéciale. Merci beaucoup. Au revoir.